Donc, je voudrais commencer par parler un peu de vos premières années de carrière à Budapest, notamment des artistes qui vous intéressaient à cette époque-là. Et j'ai été frappée de lire que vous avez découvert vos compatriotes modernistes comme Moholy Nagy, surtout après votre départ. Et vous avez mentionné, je crois aussi, Elian. Et j'imagine que ces années clés étaient des points de référence car vous les avez cités dans plusieurs œuvres. Et Joyce aussi, vous lui avez même dédié un très beau livre-image. Alors, Joyce est arrivé à Budapest en très bonne traduction tout de suite à la chute de la guerre, à la fin de la guerre. Quelqu'un l'a amené de Paris. Je ne savais pas du tout qui était James Joyce, aucune idée. Et je l'ai lu comme ça d'abord. Ça m'a coupé le souffle. Après, j'ai essayé Finnegan's Wake, je n'ai pas compris. Mais Personne ne le comprend. Ulysse, j'étais à peu près au niveau de comprendre. Et alors, la vie fait des drôles de choses. J'ai aussi fait une ou deux couvertures de livres de Joyce. Ne demandez pas où c'est, j'ai aucune idée. C'est disparu dans un peu dans le style cubiste. Et puis, Ulysse est disparu de ma vie, et Joyce aussi. Et 2-3 ans auparavant, il y a un collectionneur suisse qui est venu chez moi en Normandie et m'a proposé de faire un livre en un seul exemplaire, j'adore ça, un seul exemplaire consacré à James Joyce. Alors je lui ai dit que merci, c'est un honneur pour moi, votre proposition, mais moi, mon propos, c'est la peinture non figurative où il n'y a aucune référence littéraire, où c'est les formes qui parlent, qui ont le seul et unique rôle. Alors il m'a dit, ne me dites pas trop vite non, peut-être que vous aurez une idée. À peine est-il sorti de chez moi, j'avais une idée. Je me suis souvenu que dans Ulysse, Bloom est d'origine hongroise et il était nommé Virag. Virag veut dire Bloom. Et je me suis souvenu que Joyce parle d'une ville en Hongrie qui a un long nom imprononçable, même pour moi, et j'ai trouvé le nom de cette ville. J'étais en Normandie où j'avais aucune possibilité de me renseigner, mes livres étaient à Paris, mais j'ai trouvé le nom de la ville et j'ai fait une espèce de permutation, feuille par feuille, non, un genre de leporello, et il y avait, ça tournait toujours un cran plus loin. J'étais très content de moi, ma trouvaille. Je suis rentré de Normandie, je raconte ça à une historienne de l'art hongroise, et me dit, mais imbécile, c'est pas cette ville. Moi, je croyais que c'était Székesfehérvár, et non, c'est Szombathely. Aussi peu pour moi, enfin, la famille Bloom était originaire. Donc, il fallait repenser tout le travail. Mais il y avait une différence d'une voyelle de longueur. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'était dans un système au carré, et j'avais tout d'un coup un trou. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé la méthode de combler le trou, et j'ai fait à ce monsieur son livre, et que le Seigneur me pardonne, je l'ai aussi fait un petit modèle pour moi, tout petit. Alors donc, c'était ma deuxième rencontre avec James Joyce, et c'est tout depuis. Alors, pour en revenir à Budapest, un événement pour moi était James Joyce et Ulysse, et l'autre événement était Matisse, pas Moholy Nagy, je ne le connaissais pas comme vous le disiez, parce que juste avant la guerre, j'étais déjà aux Beaux-Arts, mais c'était une éducation nationale socialiste, on ne parle pas de ces gens dégénérés, mais Matisse est arrivé par le canal, le même que Ulysse. C'était notre prof de français aux Beaux-Arts, qui était un homme qui était impliqué dans le dernier procès politique et au procès héroïque, et qui est vite parti après. Son nom est François Gachot.
il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'échange, le pont entre les étudiants. Au lieu de nous apprendre la concordance des temps, qu'il ne nous a jamais expliqué, il nous a amené des livres et il a amené un volume de Matisse, Époque fauve. Je me souviens en particulier la blouse roumaine. Est-ce que vous voyez, c'est une jeune femme dans une espèce de blouse blanche et j'avais la même blouse. Et de ce fait, je considérais que j'étais une très grande artiste aussi. Je l'ai pensé de temps en temps, de moins en moins, ça baisse. Mais là, c'est Matisse peignait cette blouse, moi j'avais cette blouse, c'est un syllogisme, donc je suis génial. Un peu sauvage quand même. Et après, encore par le canal de François Gachot, est arrivé dans ma vie Cézanne. Mais Cézanne, il y avait deux sources. Une, c'était François Gachot, l'autre, il y avait deux petits Cézanne au musée de Budapest qui appartenaient à un grand collectionneur juif qui, bien sûr, a caché sa collection et lui-même. Mais après la guerre, très vite, ça réapparaissait. Et c'était une nature morte et la montagne Sainte-Victoire. Alors la montagne Sainte-Victoire est déjà comme Fillette. Que vous avez cité plusieurs fois, je crois. Déjà comme Fillette, encore plus. Dans la même librairie où j'ai acheté Studio International, j'ai trouvé un livre inconnu pour moi nommé Hokusai avec des planches du mont Fuji. Vous voyez, dans l'arrière-plan, il le peint toujours. Il y a la mer, il y a mont Fuji derrière. J'avais 15 ans. Ça m'a beaucoup plu. J'ai décidé que quand je serai grande, je vais faire des monts Fuji. Et alors là, aux Beaux-Arts, avec l'arrivage des reproductions de Cézanne, j'ai fait un genre d'amalgame entre le mont Fuji et la montagne Sainte-Victoire. Avec mon... Après, c'était devenu mon mari, mais mon chevalier dévoué, on a décidé qu'on va s'installer en France sur la pente de la montagne Sainte-Victoire et on va cultiver des oignons pour vivre parce qu'avec notre peinture, on ne peut sûrement pas vivre, vous avez raison. Et le jour, on va cultiver les oignons et le soir, la peinture. C'était un peu naïf parce qu'on n'a aucun droit de cultiver des oignons. Mais enfin, bon. En tout cas, la montagne Sainte-Victoire avait Puis, j'ai oublié la montagne Sainte-Victoire. C'est assez curieux, le cheminement d'une pensée. Vous pensez à une chose, puis ça disparaît, mais ça ne disparaît pas, ça réapparaît. Et ça retourne. Et puis ça, c'était à la sauce enfant, et la prochaine étape va être à la sauce computer, avec montagne Sainte-Victoire. Comment est apparue montagne Sainte-Victoire une deuxième fois? J'étais aux États-Unis, et mon mari travaillait, je crois que c'était MIT, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, pour moi, c'était le paradis. Il n'y avait pas de cuisine à faire, pas de course à faire. J'avais tout le temps, mais il n'y avait rien à Cambridge. C'est pas loin de Boston, mais c'est loin quand même. Alors, je fréquentais la bibliothèque et je suis tombé sur un livre de géométrie où il y avait des courbes de Gauss. Gauss, vous le prononcez peut-être Gauss en allemand. Gaussienne, oui. Ça m'a intéressé parce que j'étais un tout petit peu fatigué des carrés, des cercles, carrés, cercles, triangles, carrés, cercles, triangles. Courbe de Gauss, ça m'a plu et j'ai essayé en faire en injectant un peu de désordre. Sur la montée et la descente. J'étais très contente, encore je m'estimais tout à fait génial. J'ai fait toute une pile de dessins. Ça n'avait rien à voir avec la montagne Sainte-Victoire pour l'instant, mais attendez, elle va apparaître, la montagne Sainte-Victoire quand même. C'était courbe de Gauss avec du désordre. Le dernier jour, dans un motel, on nous a volé notre serviette, à mon mari et moi. Il y avait tout notre travail de 2-3 mois, rien de valeur, pas un centime, pas un billet d'avion, rien.
que du travail. Et cet imbécile, au lieu de jeter dans un fossé ou le donner au premier flic, disparaît. Bon, j'ai dit que je n'ai jamais pu entendre parler de la courbe de Gauss, merde. Et je reviens au cercle et au carré, et on ne parle plus de... C'est très bien. La pensée était au fin fond de mon cerveau. Un jour, j'avais une exposition à Aix. Le premier matin, je ne sais pas exactement où j'étais logé, mais j'imagine aujourd'hui, j'ouvre ma fenêtre et la courbe de Gauss devant moi, c'était la montagne Sainte-Victoire. Ouh, je me suis dit, il fallait vite recommencer à faire ça. Pour une fois, je n'avais ni crayon, ni papier, ni rien. Alors j'ai sorti du placard le papier décoratif et j'ai fait avec déchirure. Je l'ai déjà encore ce dessin. Bon, alors là, j'ai travaillé des encres. Maintenant, c'est mon sujet. Je l'ai fait sur ordinateur. Ça, c'était une idée qui n'avait rien à voir avec ça. Sainte-Victoire, une seule ligne. Vous la posez ici, sur le plotter. Vous ne levez pas la plume. Elle revient un peu ailleurs, mais plus bas. Donc, il y a des va-et-vient, un genre de shuttle j'ai fait un aller-retour, 2, 4, 8, enfin, selon une règle mathématico-enfantine. J'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai fait aussi, en levant la plume, toujours recommencer la même courbe avec la méthode des repentirs. Vous savez ce que c'est les repentirs? Un dessin qu'on dessine comme ça en cherchant de la croix. On a fait des très belles choses. Beaucoup de lignes. Et les 50 lignes donnent à peu près. Et c'est nommé repentir. On change d'avis. Toute ma vie est un repentir. Tout le temps, je fais ça. Donc, et j'ai fait ça aussi avec une ligne, 2 lignes, 4 lignes, 8 lignes. Et ma règle du jeu était très scientifique. Savez-vous où j'ai arrêté ma progression? Le moment quand le papier s'est déchiré. Ah, jusqu'à ce point-là. Oui. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, vous avez commencé à programmer, disons entre guillemets, Oui. alors que vous étiez encore enfant, parce que vous dessiniez régulièrement la vue du lac Balaton, oui, avec les 4 mêmes couleurs, et quand oui, vous les avez toutes utilisées, vous utilisiez systématiquement les nuances les plus proches dans la palette. Et y a-t-il quelque chose en particulier qui a déclenché le passage du figuratif à l'abstrait? Eh bien, écoutez, c'était par essai-erreur, petit mouvement, reculade, avancée, reculade, avancée. Comme toujours, j'ai mon état d'esprit, je peux vous le dire le mieux en parlant d'un autre éminent confrère, Kupka. Quand il a commencé à faire de la peinture non figurative, il est allé dans la forêt, s'est agenouillé devant la nature et a imploré son pardon pour l'avoir trahi. Bon, je n'étais pas croyante, je ne suis pas allé m'agenouiller, mais c'est très dur. Un apprentissage aux Beaux-Arts, portrait de maman, coucher de soleil, pommes et poires. Et puis tout d'un coup, la liberté totale, c'est horrible, parce qu'on peut tout faire. Et savez-vous ce qui m'a aidé là beaucoup? C'était le cubisme. Je suis tombé sur l'idée cubiste, et le cubisme est une tendance qui est figurative dans un certain sens. Ça représente quelque chose, pas fidèlement, mais... Et donc cette ambiguïté entre figuration, abstraction, et c'est là, très précisément là, que j'ai commencé à vraiment travailler. C'était le passage, oui. Et parce que jusque-là, maintenant, aujourd'hui, je le sais, je faisais de la peinture comme une gamine de famille riche à qui on offre tout, pastel si tu veux, crayon si tu veux, tiens. Et là, avec le cubisme, j'étais déjà aux Beaux-Arts, j'ai attrapé quelque chose.
Et après, ça allait tout seul. Bon, il y a plein de contradictions. J'aime, par exemple, encore aujourd'hui, beaucoup Paul Klee, qui n'a rien à voir avec la peinture de non figurative. Mais j'ai aucun regret, ou enfin, ma vie, c'est les carrés, les triangles, Oui, bien les sûr. lignes. Je suis passionné par les lignes, la ligne. Oui, en effet, par la suite, vous avez développé des systèmes précis pour générer ces variations et des déviations à partir de formes géométriques. Et pour effectuer ces transformations, vous avez parfois utilisé des pourcentages très spécifiques et vous avez appelé ça une machine imaginaire. Oui. Et encore plus tard, vous avez eu accès aux vrais ordinateurs, ce qui vous a certainement fait gagner beaucoup de temps. Ça m'a gagné beaucoup de temps, perdu aussi beaucoup de Mais temps. pour vous, l'ordinateur était un outil purement mécanique, comme vous l'avez décrit, un esclave qui suit vos désirs, ou bien est-ce qu'il peut influencer la façon dont on pense et travaille? Les deux. Les deux. Les deux. C'est un outil qui travaille la nuit, qui ne rouspète pas, qui ne demande pas d'augmentation de salaire. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie, encore aujourd'hui, c'est les surprises. Et l'ordinateur, vous faites un programme, vous exécutez fidèlement votre pensée. Il faut vraiment être chien pour ne pas dire « et maintenant si j'essayais mettre ce point à l'infini ou quoi », essayer des folies. Donc on se prépare, d'une part on se prépare soi-même des surprises qu'on n'aurait pas fait à la main autrement, et d'autre part vos erreurs aussi sont des bonnes surprises. On se trompe d'une virgule, d'un slash, de quelque chose, et arrive quelque chose que vous n'avez pas du tout désiré. Mais là aussi, c'est une chose très curieuse que, malheureusement, je les ai jetées, les erreurs. C'était stupide, dommage. Stupide. En fait, ils n'avaient pas de place. Parce que la pionnière dans le domaine de l'informatique, Grace Hopper, disait que programmer, c'était comme organiser un dîner. Grace Hopper. C'était comme organiser un dîner dans le sens où tout doit être préparé à l'avance, mais vous avez dit que vous développez les règles au fur et à mesure que vous travaillez. Donc j'imagine que la machine peut peut-être paradoxalement vous surprendre, comme vous le disiez tout à l'heure, et permettre une sorte de relation presque intuitive entre l'artiste et la machine. Oui, moi je crois que finalement l'intuition de l'artiste et le random walk en ordinateur, pour en revenir un instant à la surprise, les ratés, les erreurs que j'ai fait, ça ressemble quand même à mon travail. Et c'est pour ça que je regrette maintenant de l'avoir jeté. Parce que pourquoi diable, qu'est-ce qui est resté de ma pensée quand tout le reste était faux? Mais quelque chose est resté, je regrette tellement d'avoir balancé ça. Mais je me sentais trahir en disant, ma fille, tu es intelligente, tu ne te laisses pas... Et actuellement, on ne se rend probablement pas compte à quel point, à l'époque, utiliser un ordinateur pour produire des œuvres d'art devait paraître excentrique. Est-ce que vous pensez que le climat de mai 68 a facilité les choses et quelle a été la réaction de l'université quand vous les avez contactés pour savoir s'il était possible d'utiliser les ordinateurs? C'était qu'en 68 que ça pouvait se faire. J'ai longtemps rêvé de ça, ordinateur, machin. Je ne voyais pas trop bien ce que c'est, mais je voyais quand même. Et alors en 68, on parlait à n'importe qui, on posait n'importe quelle question. Il y avait une libération et j'ai frappé à la porte du directeur du centre de calcul de l'Université de Paris, qui est à Orsay, frappé à sa porte, inconnu, et je lui ai dit que j'aimerais essayer de faire de l'art visuel avec vos ordinateurs.
le visage qu'il a fait, écoute, vous ne pouvez pas imaginer que est-ce que je fais venir une infirmière tout de suite ou que... Et plus tard, j'ai connu cet homme et on en a bavardé. Et il m'a dit, savez-vous pourquoi j'ai dit oui? Non. À cause de Voltaire. Tout d'un coup, une phrase de Voltaire m'est venue à l'esprit. Et Voltaire a dit que je suis en total désaccord avec ce que vous dites et ce que vous voulez faire, mais je lutterai jusqu'à ma mort pour que vous puissiez l'essayer et le faire. C'est pour... Et puis, et ça, vous non plus, vous ne pouvez pas imaginer, c'était à l'époque, tout à fait au début, où apparaissait l'écran de visualisation. Imaginez un computer sans l'écran, où on peut seulement imaginer avec des 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Oui, quand j'ai vu le premier écran, j'oublierai jamais, c'était comme arriver à Paris ou comme la fin de la guerre. Enfin, il y a des jours comme ça dans sa vie qu'on n'oublie jamais. J'avais l'impression que cet écran était inventé pour moi, que les autres ne savaient pas quoi en faire. Les scientifiques, je les considère toujours un peu bornés parce qu'ils ne comprennent pas qu'un carré et un triangle ensemble, ça peut faire des choses merveilleuses. J'avais l'impression que c'était fait pour moi, que j'avais un peu raison. Ce dialogue immédiat, vous imaginez quelque chose et à l'instant après, vous le voyez, vous dites oui, mais peut-être un peu, hein, et vous le voyez, enfin ce dialogue, un peintre le fait entre son papier et son crayon, mais beaucoup plus lentement, avec un programme à peu près rodé, vous pouvez parcourir des possibilités infiniment variées. Donc, encore un paradoxe, et c'est le plus grand paradoxe, qu'en travaillant avec un ordinateur, vous approchez plus en finesse ce que vous avez imaginé qu'en travaillant à la main. Simplement parce que vous avez gagné beaucoup de temps. Parce que n'importe quelle idée folle, vous pouvez la réaliser et dire après non, ça ne m'intéresse pas. Ou dire que tiens, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être, j'ai jamais fait, mais j'imagine que ça doit être un peu comme la psychanalyse. On comprend un tas de choses de ses propres désirs, de ses propres tics. Par exemple, on comprend très vite quand on se répète tout le temps en disant « Ma fille, c'est bébête là ce que tu fais ». En tout cas, c'était une grande aventure pour moi, une grande aventure. Et votre ami et collègue François Morellet, vous avez été parmi les artistes les plus actifs du minimalisme à la française. Mais est-ce que le minimalisme américain vous intéressait ou bien est-ce que, par exemple, vous vous intéressiez plutôt au mouvement européen qui avait parfois des objectifs similaires, comme par exemple Zéro en Allemagne, en Italie, les deux? Les deux, j'ai rencontré assez vite le travail d'Agnès Martin et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Hein. Et maintenant, encore, le hasard qui fait des choses, j'ai fait connaissance d'un galeriste new-yorkais qui aime le minimal et géométrique et j'expose, s'il vous plaît, sur le même mur qu'Agnès Martin et Sol Levitt. Bien sûr. Alors, mais c'est drôle, j'aurais jamais imaginé que je trouverais un homme qui s'intéresse à ça. Et en même temps, l'art cinétique ne semble pas vous avoir tenté, alors que c'était à l'époque une tendance majeure avec les abstractionnistes anti-expressionnistes. Oui. Ce qui vous intéressait, c'est exclusivement le carré avec lequel vous aviez une sorte d'histoire d'amour, si je peux dire, les carrés avec toutes ces permutations. Ça, vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas un rejet que j'aimais pas parce que je trouve ça passionnant, c'est un jeu pour l'œil, enfin mais c'était exactement à l'époque où moi je devais apprendre le Fortran et puis le basique et puis Dieu sait quoi, je n'avais pas le temps, donc c'était pas un oubli, mais c'était le manque de temps, tout simplement. Et aujourd'hui je fais pas mal de choses
qui sont un peu opaques. Ah non, mais avec l'inondation, j'ai tout descendu, il n'y a plus rien dans cette maison. J'en fais quand même pas mal maintenant, ou un peu opartoïde, quoi, parce que ça me manque. Il y a des choses que je n'ai pas fait parce que ça ne m'intéressait pas, mais le haut-part, j'en ai pas fait parce qu'il fallait, j'ai mis dans ma tête qu'il faut que j'apprenne le fortran. Et vous êtes décrite aussi comme étant située entre les trois camps. Malheureusement, oui. On perdra le jeu de mots en anglais. En anglais, ça veut rien dire. Oui, mais c'est peut-être, mais c'est quand même une formule utile et spirituelle, c'est-à-dire computers, constructivism et conceptual. J'ai dit ça un jour par hasard, on m'a demandé où est-ce que je me mettrais. Alors j'ai un jeune ami qui a fait sa thèse sur mon travail et qui a trouvé une autre expression qui me plaît beaucoup. Il dit que je suis une anarcho-constructiviste. C'est pas mal. Oui. Parce que je ne suis pas... Et vous savez ce que ça veut dire concret en Europe. Oui, bien sûr. Je ne suis pas une concrète, vraiment pas inventer des systèmes et puis les suivre. Non, j'adore prendre les traverses, les petits chemins. J'adore me laisser perturber. Si je vois par terre un crachat ou un lacet, je lui cours après, je le photographie. J'aime pas l'obédience. Mais Max Bill vous a inclus dans l'exposition de l'art concret Max Bill en 1960, je crois. Merci Max Bill. Ok. Et j'aimerais que vous nous parliez de quelques œuvres particulièrement intrigantes, par exemple l'hommage à Dürer, dans laquelle vous développez des variations systématiques sur le carré magique de la mélancolie de Dürer. Mais pour vous, est-ce que les systèmes, qu'ils soient numériques ou visuels, ont quelque chose de magique, en effet? Cette chose aussi a parcouru un long chemin dans ma vie. Ma première rencontre, comme vous le disiez, c'était dans la même boutique où j'ai acheté, j'ai oublié le nom de votre... Studio International. Oui, où j'ai acheté Hokusai, j'ai aussi acheté Dürer. J'avais 15-16 ans. Et j'étais tellement stupide que j'étais gosse de riche, donc ça ne comptait pas, mais on était économe dans la... Et je me suis dit, puisque c'est un antiquaire, c'est des vieux livres, donc c'est bon marché. Bon, en tout cas, j'ai acheté Dürer et j'ai vu très vite, sur la gravure La Mélancolie, le carré magique en haut à droite. Vous voyez? Oui. À l'époque, je croyais, une chose que je ne crois plus, qu'il y a une œuvre d'art unique, seule, qu'il n'y a pas gauche et droite et hésitation. Et je me suis dit, il faut essayer de manipuler ça. Et j'ai tout simplement joint les 16 points de 1 à 16, comme ça figure sur le carré magique. Ça a donné une figure très belle, très belle. Bon, sur le moment, j'ai dit, ça, j'ai attrapé le pied de bon Dieu, c'est un chef-d'œuvre. Mais après ma petite nature, mais on pourrait peut-être essayer comme ceci ou comme cela. Alors, d'abord, carré magique, d'autres gens en ont fait aussi. Et il n'y en a pas seulement à 4 sur 4, il y en a aussi 5 sur 5 ou 3 sur 3. Et je me suis documenté, il y a beaucoup de... Alors, je suis revenu sur le carré magique de Dürer et j'ai essayé d'injecter là-dedans du désordre ou un autre ordre. Alors là, il y avait déjà ordinateur. Pas tout de suite, d'abord je l'ai fait comme ça naïvement. Mais ça, c'était quand même un coup de chance d'être tombé là-dessus parce que toute mon évolution se fait finalement autour de cette idée que la peinture, est-ce que c'est chef-d'œuvre unique ou est-ce que ce sont des domaines où tout est possible et tout ça à partir de... Alors la chance a fait que, comme Max Bill était mon bienfaiteur, il y avait un deuxième. J'étais complètement inconnu, relativement jeune, pratiquement jamais exposé,
installation, je ne savais même pas ce que c'est, et j'ai fait connaissance du directeur de la fondation de Reutlingen, qui est une ville satellite de Stuttgart. Il est nommé Manfred Wandel. Et je lui ai raconté comme ça mon histoire de carré magique et de Dürer. Et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup faire une suite d'une seule ligne, sans lever ma plume, ça c'était aussi un de mes dadas déjà à l'époque, avec fil tendu autour de clous, et en utilisant toujours une distribution random au hasard, mais en respectant les 16 points, enfin la structure de base du carré magique de Dürer, et en injectant dedans le désordre qui, d'ailleurs, à vrai dire, je ne l'ai fait pas avec ordinateur, mais avec avec des chiffres que j'ai mis dans un bonnet, que j'ai secoué, parce que c'est arrivé tellement vite en Normandie et que j'avais à ce moment-là pas d'ordinateur là. Donc j'ai fait une installation sur des variations de carrés magiques qui ne sont plus des carrés magiques, parce qu'un carré magique, la somme de toutes les lignes, des diagonales, enfin c'est très strict et diabolique, absolument diabolique. Et une autre série absolument fascinante est celle des lettres de ma mère, dans laquelle vous mélangez dessins faits à la main et dessins faits avec l'ordinateur, en vous basant sur des lettres de votre mère, dont l'écriture a évolué et est devenue de plus en plus déformée. Cette combinaison de signes manuscrits très personnels et de signes produits grâce à l'ordinateur est particulièrement intéressante parce que ça introduit dans l'œuvre un élément autobiographique qui peut sembler peut-être en contradiction avec le rejet habituel de tout élément personnel dans votre travail ou dans votre approche. Alors, comme beaucoup de choses dans la vie, tout ce travail et sa réception étaient fondés sur un malentendu. Moi, j'étais fasciné par l'écriture de ma mère, qui était tout à fait régulière au début de la ligne, et au fur et à mesure que la ligne avançait, ça devenait plus désordonné. Les années passées, déjà le début était désordonné, la fin complètement. Donc c'est ce crescendo de désordre qui m'a beaucoup fasciné. Or, c'est complètement contre les principes qu'on m'a inculqués aux Beaux-Arts sur le déséquilibre équilibré qui est la base de la peinture. Et là, c'était un crescendo de déséquilibre. Donc, moi, ce n'est pas du tout la fidélité, parce que les gens, on m'a tout acheté, l'aide de ma mère, parce que les gens voient là-dedans l'amour de la jeune femme. Non, j'adorais ma mère, mais ce n'est pas du tout pour ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est pour le crescendo à droite. Bon, mais alors, puisque cette curiosité m'a piqué, je me suis dit, on pourrait peut-être combiner les deux, des choses contradictoires. J'aime beaucoup combiner les choses contradictoires, même en politique, et faire gouverner un pays par la gauche et la droite au centre. Je trouve que c'est vraiment plus intelligent que de se entretuer aux extrêmes. Bon, ça c'est mon avis. Donc ce crescendo vers la droite, fait à l'ordinateur, entre les lignes, j'ai intercalé donc, disons, une ligne sur deux, faite à la main, avec le crescendo au début et en devenant de plus en plus ordonné. C'était intéressant, mais autre chose, tout à fait autre chose. Parce que ce qui m'intriguait dans les lettres de ma mère, dans l'écriture de ma mère, c'était justement ce coup de pied qu'on donne à la composition classique qu'on vous a inculqué aux Beaux-Arts. Pourquoi diable est-ce que je dois rééquilibrer le déséquilibre? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas laisser sur... Et en particulier, une chose que j'ai perdue, je ne sais pas où elle est, un post-scriptum que j'ai fait à ce travail, qui a bien réussi avec une seule ligne,
Et même deuxième ligne, ah oui, j'en ai fait plusieurs essais sans lever ma plume à la fin de la ligne. Donc c'était une seule ligne. C'était pas concluant, mais enfin, j'ai essayé quand même. Tout ça, c'est pour dire que l'ordinateur est une chose formidable, parce que pour voir par curiosité et mettre 15 jours de travail, on ne le fait pas. À l'ordinateur, vous l'avez tout de suite devant votre nez. Bien sûr, oui. Et vous avez travaillé en collaboration avec votre mari François Molnar et vous avez aussi fait partie d'un collectif artistique avec Grave. Mais dans les deux cas, vous êtes revenu à une pratique en solo. Malgré tout l'intérêt pour les collectifs que l'on a pu voir dans les années 60, est-ce que les partenariats artistiques fonctionnent vraiment ou... Parce que dans la pratique, la tension entre le rejet du marché et la nécessité de vendre pose souvent des problèmes au sein des groupes, non? C'est difficile de travailler avec quelqu'un, mais c'est formidable parce que c'est pas 1 plus 1 qui devient 2, mais c'est 1 plus 1 qui devient 3 ou 4. Non, mais avec mon mari, ça allait parce qu'on était assez différents. Paradoxalement, j'étais le plus organisé, lui le plus fantaisiste. Ça allait tout seul, on a très bien fonctionné. Mais le grave, c'était dur parce qu'il y avait un malentendu au départ. Eux, ils voulaient faire avant tout et tout de suite carrière artistique, galerie, musée, machin. Et moi, pas du tout. Écoutez, alors, encore un paradoxe. Le sort des pauvres femmes au foyer. Et moi, c'est ça qui m'a aidé pour travailler. Parce qu'on a calculé avec mon mari que si je reste à la maison et je fais la cuisine, ça nous, ne riez pas, ça nous économise un tas d'argent. On trouve toujours du temps entre deux vaisselles de faire des carrés, des rectangles. Si j'avais fait un enseignement de dessin ou d'art ou quoi, et un patron qui me demande des choses impossibles, je n'aurais pas pu travailler. Là, comme ça, j'ai travaillé toute ma vie. On était pauvres comme Job, mais ça ne fait rien. Hein. Quand on est jeune, c'est même tout à fait mignon d'être... Mais comment est-ce que vous avez vécu le fait d'être la seule femme dans ce milieu, au moins en France, je crois? C'est intéressant de voir que dans le monde de l'art cybernétique, il y avait un certain nombre de femmes reconnues, qu'elles soient praticiennes, critiques ou commissaires, comme Yasha Reichardt, par exemple, qui a monté l'exposition phare Cybernetic Serendipity. Mais il y en avait assez peu en général. La culture informatique provient, oui, de l'ingénierie, du militaire. Donc, comment est-ce que vous avez vécu cette situation d'être femme Écoutez, moi, les hommes m'ont toujours aidé. J'ai appris beaucoup de choses des hommes. Pas parce que c'est des hommes, mais c'est un type dont j'ai beaucoup appris, c'était Abraham Moll. On n'en parle pas aujourd'hui parce que il a attrapé la modernité, les nouvelles pensées très très vite. Je ne souffre pas de l'idée d'être femme. Non, c'est peut-être que j'avais de la chance et je suis tombé sur des hommes intelligents qui... mais ils m'ont plutôt aidé qu'autre chose. Maintenant, peut-être ça aussi était fondé sur un malentendu qui se disait que la pauvre petite avec sa vaisselle et sa cuisine, elle ne fera jamais rien, donc on peut l'aider. Pierre Barbeau, le compositeur, il m'a beaucoup aidé, mais moi aussi je l'ai aidé finalement. Et aux États-Unis, par exemple, certains praticiens de l'art cybernétique, parmi lesquels Lillian Schwartz, ont bénéficié d'un soutien institutionnel, par exemple avec les Bell Laboratories. C'est en effet dans ces laboratoires que les célèbres Experiments in Art and Technology, cofondés par Rauschenberg, ont eu lieu. J'imagine qu'en France, vous avez dû vous débrouiller toute seule. Est-ce que cette autonomie était un avantage? Ça, les deux... parce que mon mari travaillait souvent aux États-Unis
Donc j'avais souvent Bell Laboratories, je les connaissais très bien. J'ai fait même des petites choses là-bas. Non, écoutez, je joue à la femme intelligente, mais c'est pas vrai. C'est le hasard qui m'a poussé à gauche et à droite et j'ai saisi les occasions. J'étais très heureux aux États-Unis, à fréquenter des bibliothèques, à travailler librement, mais j'étais très heureuse en France. Non, écoutez, le plus dur maintenant, c'est de vieillir. J'ai 93 ans et ça devient difficile. Mais jusque maintenant, c'était plutôt passionnant. C'est toute une aventure. Mais je trouve fascinant qu'en dépit d'une aversion marquée pour l'individualité, l'héroïsme artistique, quelque chose que l'on peut appeler style persiste. Au final, on arrive toujours à distinguer un Molnar d'un Morellet ou un Judd, d'un Lewitt, etc. Vous-même, vous avez réfléchi à des fondements esthétiques, théoriques pour l'art numérique, mais n'est-il pas impossible de systématiser la beauté? Je crois que beaucoup de gens décriraient vos œuvres comme étant très belles. Non, je le désirais surtout, mais je ne crois pas que dans les médias. J'ai commencé, enfin, toute ma vie finalement c'était une suite de déceptions. J'ai commencé avec l'idée de devenir la Leonarda da Vinci mais de Budapest, et tout savoir et savoir-faire, to know and to know how, tout, comprendre que... après, j'ai compris que j'aimerais beaucoup tout comprendre, mais ça n'ira pas si vite que ça. Après, en politique, c'est la même chose. Et maintenant, à la fin, je me disais, j'ai finalement travaillé à l'intuition et j'ai aucune certitude, aucune. La Leonardo da Vinci est restée à Budapest. Qu'est-ce que ça apporte sur un plan artistique d'arriver à un âge tout de même pas assez avancé? C'est très confortable. Vous inventez n'importe quelle ânerie, vous trouvez toujours quelqu'un qui s'intéresse. Toujours trouver un nouveau type qui... Là, j'ai une nouvelle, un nouvel ami, un éditeur, Bernard Chauveau. Je lui raconte n'importe quelle ânerie, il est toujours partant pour la faire. Alors, quand j'avais 30 ans, ça ne va pas la bonne fin. J'ai même pas osé d'ailleurs dire. Il y a des avantages, Et puis soi-même, on n'est plus décontracté. Je vous raconte là tout ce qui passe par ma tête, et si ça ne vous plaît pas, eh bien, tant pis. Bien sûr. Mais le studio international, ça me dit quelque chose. Je dois l'avoir, ce numéro. Merci, Vera Bonnard. Merci.